Bonsoir à tous et donc bienvenue pour ce second cours de droit candorien, ce soir qui sera consacré au droit public de Van Davel. Et donc, pourquoi le droit public de Van Davel? Eh bien, tout simplement parce que, à tout seigneur, tout honneur, le droit public de Van Davel a été le premier droit construit sur Candoria, et ça me semblait normal de commencer par lui. Parce que finalement c'est sur ce modèle-là que l'autre droit, celui d'Edanoria, a pu être établi, et finalement c'est aussi le droit qui est le plus expérimenté. Et c'est le droit qui correspond, on va dire, le plus à l'idée que je me fais du droit, c'est-à-dire il ne doit être qu'un accessoire de jeu et non pas une fin en soi, et clairement Van Davel n'est pas une ville de juristes, mais pourtant respecte cette dimension-là. Voilà, c'est une dimension qui prend sa part parmi tant d'autres, et c'est ça que je voulais. Et surtout, la création même du droit, du droit public de Van Davel, a été, on peut le dire, a été tout de même une création collective. Ce qui n'a pas tout à fait été le cas vis-à-vis d'Edanoria, mais c'est tout à fait normal. Edanoria est soumis à des impératifs qui sont complètement différents, des enjeux qui dépassent de loin le seul groupe qui est du vent d'ouest, et maintenant il faut l'appeler Van Davel. Et d'ailleurs on peut remercier l'organisation de Candoria d'avoir fait des petites modifications en ce sens. Voilà, le vent d'ouest est mort, vive Van Davel. Bon, donc, comment ça va se passer ce soir? Ça devrait être un cours un petit peu plus court, oui, bon, d'accord, j'aurais pu trouver une meilleure formule là aussi, que la fois précédente, puisque la fois précédente, je rappelle que nous avons fait une vidéo sur l'introduction générale de ce qu'était le roleplay juridique et de qu'est-ce que c'était finalement la profession de consul. Là, je vais globalement présenter comment s'est élaboré le droit public de Van Davel, quels sont les éléments qui, en jeu, doivent attirer votre attention, parce que c'est là aussi, c'est-à-dire le but de ces capsules, de ces cours, de ces podcasts, ce n'est pas seulement de vous présenter du droit, c'est aussi de mieux vous préparer à ce jeu particulier. Et enfin, bien sûr, je décrirai rapidement ce qui fait le juge juridique de Van Davel, si je puis dire. Mais là aussi, ça sera assez succinct, puisque la charte, semble lancer des fleurs, est très bien écrite. C'est-à-dire, on y reviendra, la charte a fait l'objet d'une réforme, et c'est un texte, c'est le seul d'ailleurs, bon, mettons à part l'ordonnance criminelle, le corpo criminus, qui est aussi construit sur ce modèle-là, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, donc hein, la charte fait l'objet, sur chacun de ses chapitres, d'annotations. Et ce qui fait que toutes les subtilités, toutes les petits raccourcis, les petites techniques sont explicités, et dès lors, il me semble que la seule lecture doit suffire. Donc je ne rentrerai pas spécialement dans les détails. Voilà, de toute manière, je pense que le meilleur apprentissage du droit, c'est quand même au bout d'un moment de prendre son courage à deux mains, de le lire, quitte à faire des fiches à côté. Et voilà, moi j'en donne une présentation, un goût, et ensuite il faut passer à l'acte évidemment. C'est le sens du roleplay juridique, il y a de la recherche littéraire à faire. Et enfin, on terminera par la résolution d'un cas pratique que je vous ai donné à faire, un cas pratique qui, à mon sens, constitue parfaitement ce que vous pouvez être appelé à faire en tant que consul à Van Davel. Voilà, et donc c'est un cas pratique qui évidemment ne porte que sur des notions de droit public, même si l'on verra qu'il y avait certaines parties qui pouvaient être développées en droit pénal. Nous y reviendrons. Donc, comment s'est élaboré le droit public voilà, le droit de Van Davel? Donc, dans l'histoire, donc maintenant il y a un wikicando qui résume à peu près ça, mais disons que les colons du vent d'Ouest ont fait sécession, ou du moins ont déclaré leur indépendance de leur propre chef, vis-à-vis du fief d'Edanoria, afin de fonder une cité qui respectait leurs idéaux, notamment religieux, mais pas uniquement, afin de respecter leur culture et de pouvoir s'affirmer en tant que tel. Bon. Euh, donc le principe globalement de cette cité, telle qu'elle avait été conçue, c'était que les différentes communautés, donc, autrement dit les différentes factions, mais factions c'est pas un très joli mot, on ne l'emploie pas juridiquement, on dit plutôt communauté, qui étaient l'ordre hospitalier teutonique, la Sainte Église, l'Ordo Redemptionis, les Gardiens des Arcanes, la Nussardie, euh, ah, euh, les MacLeod,
d'autres, là je les ai plus en tête, mais je crois qu'il y en avait 9 fondateurs en tout, 9 ou 7. Voilà, et ces communautés s'étaient organisées rapidement pour dire, ben voilà, en gros finalement elles avaient l'idée de devenir indépendantes, mais pas plus. Et c'est là que s'est pointé un gentil petit juriste qui travaillait auprès de l'ordre hospitalier teutonique. À la base, c'est même, on est venu le chercher pour lui dire hey, tu pourrais pas nous prendre un texte vite fait. Et bien évidemment, vous connaissez la suite, ce juriste a eu les yeux plus gros que le ventre, et on est parti sur du débat, pour aboutir sur les fondations une véritable cité qui reposerait sur du droit, mais pas exclusivement, mais dans laquelle le droit aurait une part significative. Bon, ce juriste était évidemment Clemens Wittgenstein, que je distingue de ma personne, parce que je ne réagissais pas, voilà, quoi, même s'il y avait évidemment énormément de ressemblances entre moi et ce personnage-là, il y avait des choses qui m'insupportaient dans ce roleplay-là, et je suis bien content de, voilà, je ne regrette pas tout à fait Clemens sur certains aspects, hein, voilà, mais voilà, donc, bon, parenthèse refermée, nous sommes là pour parler de manière objective de l'histoire de Van Davel. Donc, à force de moult débats, on est arrivé à une situation où Van Davel allait s'organiser autour d'une oligarchie, c'est-à-dire que les chefs des différentes communautés allaient former un conseil, et ce conseil allait élire un individu pour un mandat qui n'était pas déterminé dans le temps, qui n'était pas défini, afin de prendre en charge les affaires courantes, mais ce conseil-là, le concile, allait rester le centre névralgique de la cité. Cet individu-là, c'est le régent. Le régent, donc nous y reviendrons rapidement après, qui a des prérogatives exécutives, mais qu'on ne peut pas tout à fait considérer comme étant un souverain. Là aussi, on y reviendra, il y a une logique de mandat à Van Davel qui est important de saisir afin de bien comprendre les différentes particularités de chacune des fonctions politiques. Pour terminer sur ce petit chapitre de l'histoire du droit, il faut savoir donc la charte a été, le texte fondateur du droit public de Van Davel a été approuvé à l'unanimité, c'était sa condition. C'est le seul texte qui requiert l'unanimité aujourd'hui. Voilà, ce qui est important, c'est la légitimité de la charte, donc de tout le droit de Van Davel, part de ce vote-là, du fait que tous les fondateurs étaient d'accord sur ce texte-là. Mais force est de constater que la plupart des fondateurs n'ont pas été... Alors certains ont été très regardants, se sont vraiment impliqués, et d'autres ont dit, bon ben si eux disent oui, je vais dire oui moi aussi. Bon. Ce qui a donné un début d'activité. Hein. Van Davel d'ailleurs est né dans la douleur, puisque tout de suite il y a eu des soucis avec Eleanoria, il y avait des soucis avec les barbares, il y avait des soucis évidemment avec les Marschleiter, puisque le fait de se déclarer indépendant, à la fois des règles d'Eleanoria sur place, c'était aussi se rendre indépendant du lien de vassalité qu'il existait avec Oria. Donc, des difficultés en perspective. Et dans cette tourmente, 2 individus ont été élus. Bien évidemment, c'était pas tout de suite gagné, mais a été élu comme chancelier pour une année Clemens, et comme régent Childeric de Rosépine. Donc bon, tout ça c'est plus ou moins goupillé, jusqu'à ce que, continuons dans l'histoire du droit, on en a presque fini, mais c'est important pour bien saisir, c'est-à-dire, encore une fois, c'est important, quand vous serez consul, d'avoir conscience, être consul, c'est aussi avoir un certain aspect de diplomate, donc il faut être conscient de ça. Childeric Ier n'était pas un amoureux du droit, ça c'est une certitude que l'on peut dire. Encore une fois, c'est ma vision des choses, on va peut-être en parler directement avec le joueur qui a interprété ce personnage-là. Il n'était pas un amoureux du droit, il n'était pas spécialement contre, mais il avait une vision qui était peut-être différente, et notamment il avait peut-être une vision de la régence qui était un petit peu plus exécutive que ça, si on pouvait dire. Et vous pouvez retrouver ces récits sur le forum dans la section Vent d'Ouest, je pense que c'est accessible à tout le monde. Il y a eu un coup d'État. Donc l'an passé, Childeric Ier a pris les armes contre les fidèles de Clemens,
Et la seule solution qu'a trouvé Clemens pour éviter que la ville ne parte en guerre civile, c'est... enfin, en guerre civile. Je dis ça, les autres communautés s'étaient pas spécialement bougées pour intervenir auprès de Clemens. Mais Clemens avait des appuis à Edenoria, et donc il allait avoir un conflit, et Childeric, qui est quand même un individu raisonné, ne voulait pas faire couler le sang. Donc la seule solution qu'a eu Clemens c'est de proposer une réforme de la charte, et comme il ne pouvait pas abolir la charte par cette réforme, il a été contraint de faire un petit tour de passe-passe pour demander finalement, enfin il a été amené à proposer à Childeric le plébiscite. Donc nous reviendrons sur l'article du plébiscite qui est très intéressant. On va y revenir d'ailleurs tout de suite. L'article du plébiscite précise que le régent, en cas de blocage politique, peut une fois par session, c'est-à-dire par année globalement, peut poser une question au peuple. Ce peuple répond par oui ou non, et s'il répond dans un sens qui est différent de la proposition du régent, le régent doit subir un vote de destitution. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement destitué, mais il prend ce risque-là. Et c'est ce que fait Childeric. Alors, initialement, finalement, la question aurait pu être habile si elle avait reposé uniquement sur « Voulez-vous abolir la charte ?» Puisque le droit, force est de le constater, était impopulaire. Et ça, c'est le cœur de ce pourquoi est-ce que je vous raconte tout ce petit laïus, c'est quand vous êtes juriste dans le jeu, attendez-vous à paraître tout d'abord comme impopulaire. Pourquoi ? Parce que le droit c'est compliqué, et quand les gens trouvent que quelque chose est compliqué, généralement, ils ne vont pas le comprendre. Et quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils en ont peur. Ils en ont peur ou ils en ont une certaine colère. C'est sur ce sentiment-là qu'a pu prospérer pendant un temps le projet de Childeric Ier de Rosépine. Le problème, c'est que le Childeric avait visiblement les yeux un peu plus gros que le ventre, lui aussi, puisque le projet n'était pas seulement d'abolir la charte, mais carrément de proposer un autre texte, magnifiquement écrit, qui tenait en 4 pages et qui s'appelait De Regimine Principum, qui, grosso modo, faisait de Vandavel, s'il était adopté, une monarchie traditionnelle dans laquelle l'autonomie des communautés allait être mise à mal, au bénéfice d'un seul souverain qui avait vocation à unifier les différentes communautés. Contre toute attente, oui, parce que finalement, si évidemment les chefs de communauté s'étaient finalement rendus compte du danger qu'il y avait vis-à-vis de leurs prérogatives, ça restait un vote populaire. Et ce vote populaire, voilà, il reposait toujours sur ce sentiment anti-technocratique. Et bien, malgré tout, contre toute attente, le vote a été en faveur. N'a pas été en la faveur de Childeric. Et comme, ça me fait bizarre de parler comme ça, mais bon, on va supposer que Clemens n'est pas moi, donc je vais parler de Clemens à la troisième personne, ne voulait pas diviser encore plus la population, parce que ça se voyait clairement que, en fait, en proposant ce De Regimine Principum, Childeric a biaisé la situation, parce que si les gens refusaient ce texte-là, ça ne voulait pas dire qu'ils approuvaient nécessairement la charte. Donc, Clemens a fait en sorte, malgré l'avis de nombre de chefs de communauté, de ne pas destituer Childeric afin d'assurer la paix civile. Bon, manque de bol, la situation a malgré tout dégénéré, Childeric est resté en place, malgré une réforme qui est malgré tout allée en son sens, et l'Ordo Redemptionis, qui était la dernière composante de la Sainte Église à cette époque-là, s'est barré. Donc il y a eu certains remous. Bon, tout ça pour dire quoi ? Et c'est là-dessus que je vais conclure, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire de l'histoire du droit en permanence. C'est que, à Vandavel, pour le moment, il n'y a pas de consul. Enfin, il y a mon nouveau personnage PJA, mais dans la mesure où je suis orga, je considère que je dois laisser le plus possible le jeu juridique aux joueurs. Ça me paraît normal. Il n'y a pas de consul. Alors, il y a des étudiants de Vandavel qui sont motivés là cette année pour devenir consul, et ça c'est une bonne chose. Mais voilà, j'attire votre attention sur le fait que je pense que ça pourrait être la même chose sur Edenoria, mais le droit n'est pas nécessairement populaire. Si on lui reconnaît certaines vertus, je pense qu'il y en a une bonne moitié qui serait pas contre de le laisser tranquille, ou du moins de ne pas s'en servir, voire
pourquoi pas de le supprimer. Bon, non, il n'y a plus de sentiments hostiles. Voilà, depuis ce coup d'état de Childeric, il n'y a plus d'intention clairement hostile envers le droit. Le système devrait pérenniser, mais le problème c'est que, étant donné que Clemens n'est plus, il y aura cette année une élection de la chancellerie. On y reviendra également sur ce personnage-là, qui est essentiel. Et donc, voilà, ça va dépendre, on est un petit peu à la croisée des chemins, qu'est-ce qui va se passer. Si le système de Vandavel peut survivre, encore faut-il qu'il puisse tourner. Et c'est là-dessus que je vais conclure sur cet aspect d'histoire du droit. C'est que le gros défaut de Vandavel, si c'est un système qui est très efficace, son carburant est particulièrement coûteux, puisqu'il repose sur une collégialité, et qui dit collégialité dit effort collectif, et ça, c'est pas évident à avoir. Donc, il faut en être conscient. À Vandavel, ça ne marche pas si les gens ne participent pas tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des procédures, c'est pour ça qu'il y a certaines lenteurs, parce qu'il faut essayer il faut essayer d'avancer dans la concorde, et c'est ça qui rend les choses parfois difficiles. Et là où le droit n'est censé être qu'un moyen, eh bien, des fois, il est facile de faire le raccourci et de penser que le droit est la cause euh, de ces lenteurs, de ces ralentissements, alors que le droit est avant tout un moyen, et au-delà de ça, le droit est surtout le reflet de Vandavel. Donc, seconde partie, voilà, comment est construit le droit de Vandavel. Donc tout d'abord, voilà, comme partons du postulat de départ, c'est que la charte, et donc le droit public de Vandavel, donc l'ensemble du droit sur Vandavel, bénéficie de la légitimité. D'une légitimité certaine, puisqu'il a été choisi à l'unanimité des fondateurs. Problème, peu, premier problème auquel vous devez être confronté, c'est que la plupart des fondateurs ne sont plus. Donc parlons très exactement de la charte, comment elle est organisée. Comme je vous l'ai présenté dans l'histoire de Vandavel, c'est les chefs des communautés qui se sont établis autour d'un conseil. Un conseil qu'on appelle le concile. Et ces gens-là, en fait, il y a 3 catégories de membres du concile. La première, la plus importante, ce sont les archontes. Les archontes, ce sont des chefs de communauté, alors qu'ils sont désignés au sein de ces communautés fondatrices selon les techniques, les procédés propres à cette communauté. Ce n'est pas le droit de Vandavel qui va venir régir la nomination d'un archonte. Ça peut être le fait de la succession, d'un vote interne. Bon, voilà, c'est propre à une communauté. C'est une communauté qui va désigner son représentant, et ce représentant-là est censé être le chef de celle-ci. Alors, en réalité, d'ailleurs, je me reprends, en fait, il y a 4 membres, puisque depuis la réforme qui a donné suite au coup d'État, il y a des archontes bis. Alors, pour le moment, il n'y en a pas, mais il y a une possibilité pour les archontes, pour le chancelier, hein, seconde catégorie, il y a une possibilité pour lui d'ouvrir l'archontat. Voilà, il y a des archontes, ce qu'on appelle du coup la catégorie de l'archontat, et cette catégorie peut s'ouvrir sur un vote extraordinaire qui est particulièrement compliqué. Je crois que c'est même plus dur que de réformer la charte, parce que voilà, les archontes ont des prérogatives singulière, notamment vis-à-vis de la seconde catégorie, que nous allons tout de suite voir, la seconde catégorie qui est constituée des tribuns qui forment ensemble le tribunat. Alors qu'est-ce qu'un tribun? C'est-à-dire que là où l'archonte était un représentant d'une communauté, tiens d'ailleurs ça c'est très important, la jurisprudence Clemens veut qu'un archonte soit lié par un mandat à une communauté. Et donc juridiquement, un mandat n'existe que dès lors qu'il y a un mandataire et un mandant. Le mandataire obéit à son mandant. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de communauté, il n'y a plus d'archonte. C'est-à-dire que s'il n'y a plus qu'un mandataire, il ne peut pas y avoir d'archonte. Et oui, parce qu'il faut le mandant. C'est comme ça que finalement, certaines communautés qui étaient déjà peu peuplées, dès lors qu'il n'y a plus qu'un seul membre de cette communauté, il ne peut plus, selon la jurisprudence Clemens, il ne peut plus être archonte,
puisque il ne représente plus, enfin il ne représente que lui-même, et ce n'est pas possible. Un archonte représente une communauté. Ça c'est important pour la suite, et je pense qu'il y aura du contentieux là-dessus. Voilà, il faut en être conscient. Donc, revenons sur la seconde catégorie, donc les tribuns. Les tribuns, eux, ne représentent pas une communauté à Vendavel. Ce sont des individus qui ont été choisis par les membres du concile en fonction de leurs mérites, de leurs efforts, donc de leur mérite personnel, et ils siègent en tant qu'individus propres. Ils ne représentent pas une communauté. Ainsi, Clemens a été le premier tribun de Vandavel. Clemens ne représentait pas une communauté. Il était indépendant. Voilà. Et que quand bien même, d'ailleurs, être tribun, voilà, ça n'empêche pas. C'est-à-dire, on peut être tribun et membre d'une communauté fondatrice. Voilà, on peut très bien avoir un archonte avec plusieurs tribuns au sein de, voilà, qui proviennent de la même communauté. C'est complètement indépendant. Ça, c'est deux aspects qui peuvent tout à fait être détachés. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a plus de tribuns. Donc, je pense que, au vu de la disparition de beaucoup d'archontes, je ne préfigure pas de la future politique de la chancellerie, mais je crois qu'il y aura une certaine ouverture, parce que sinon la vie politique à Vandavel risque d'être un petit peu morne. Et justement, et c'est en transition vers la troisième catégorie. Oui, bon, oublions cette espèce de archonte bis, pour l'instant il n'y en a pas, et ça concerne surtout le chancelier. Donc, troisième catégorie, le chancelier. Donc le chancelier, il est élu pour une année par les membres du concile. C'est un individu qui est, à mon sens, très puissant. Très puissant, en fait, le problème, c'est qu'il est très puissant dans le système tel qu'instauré à Vendavel. Mais encore une fois, pour que le système roule bien, il faut du monde, il faut que les gens soient coopératifs et respectueux des règles. C'est la base, mais c'est pas toujours évident d'aboutir à ça. Donc, le chancelier a plusieurs prérogatives. La première qui est très intéressante, qui nous intéresse comme consul, c'est qu'il est le seul à pouvoir interpréter la loi. C'est-à-dire que c'est une sorte de conseil constitutionnel à lui tout seul. Alors, il ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec les textes. Hein. Les textes sont globalement bien écrits. Il ne peut pas changer. Voilà, si le texte dit rouge, il ne peut pas nous sortir qu'en fait c'est vert. C'est pas possible. Mais il peut, et j'en parlais la première fois, éclaircir pour certaines situations. Encore une fois, souvenez-vous que la charte prend le pas sur les textes subsidiaires que sont les institutes en droit civil et le corpus criminus en droit pénal, et de manière, au même titre finalement que ces deux autres textes, le codex, puisque le codex rassemble les lois générales de la cité, mais reste soumis au même titre que les institutes à la charte. Voilà, c'est lui qui peut, par exemple, assurer est-ce que tel mot dans la charte vient contredire, vient donc empêcher, supprimer, enlever tout effet normatif à une ligne de texte d'un de ses points supérieurs, ou par exemple, voilà, typiquement, la jurisprudence Clemens. C'est-à-dire, la notion de mandataire, tout ça, d'archonte, n'était pas clairement établie. C'était pas, ça pouvait se supposer, mais c'était pas bien clair. Donc, il est là pour éclaircir les points d'obscurité du droit. Ça, c'est important de le noter. Seconde prérogative, donc, c'est le seul à pouvoir proposer une réforme de la charte. C'est très important, ça. Et c'est le seul aussi à pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à pouvoir ouvrir l'archontat. Quand il siège au concile, il a les mêmes prérogatives, enfin il a les prérogatives de plénitude. Alors, comment résumer ça? Il y a certaines différences entre tribun et archonte. Il n'y en a pas énormément, mais par exemple, les tribuns n'ont pas la préséance. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils parlent en dernier. Mais du coup, le chancelier, il peut parler quand il veut. Voilà, c'est-à-dire, il est à la fois tribun et à la fois archonte. Voilà. Par exemple, un tribun ne peut pas proposer un autre tribun pour le concile. C'est forcément un archonte qui peut le faire. Voilà, ce sont des petits aspects qu'il faut prendre en compte et qui peuvent vous intéresser, puisque évidemment le rôle du chancelier est évidemment orienté. Un consul, il sera très à l'aise, et donc si vous avez le projet de vous installer à Vendavel en qualité de consul, de parvenir sans trop de... voilà, à devenir tribun, vous pourrez peut-être être intéressé par la fonction de la chancellerie.
Voilà, ce sont ces principales caractéristiques. Encore une fois, je vous renvoie aux annotations de la charte, je dirais pas qu'il y a un chapitre entier sur le chancelier, mais voilà, c'est-à-dire qu'il a des prérogatives particulièrement conséquentes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, c'est lui qui signe la loi, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est le garant de la légalité. Si une loi est votée, elle n'a pas d'existence légale tant que le chancelier n'a pas signé cette loi. Alors, il est obligé de la signer, mais ça veut dire que toutes les lois qui ont eu lieu, par exemple, avant qu'un chancelier ne soit élu, ou, enfin, voilà, typiquement, on a un chancelier qui ne l'est plus, on s'apprête à élire un autre chancelier, finalement, il y a un pépin dans la ville, l'élection est repoussée à plus tard, on essaie d'adopter une autre loi, il faut que le chancelier soit élu, soit alors qu'on établisse un chancelier par intérim, pour que cette loi ait une vigueur juridique. Bon, ce sont des petits aspects qui peuvent jouer, notamment sur toute la partie législative qu'il y a pu avoir avant le premier chancelier. Bon, ce sont des points qui pourront peut-être vous interpeller dans votre jeu, n'allons pas plus loin que ça. Donc ça, c'est ce qui constitue le concile. On a des archontes, on a des tribuns, et au-dessus d'eux, ou différents d'eux, parce qu'il n'a pas non plus énormément d'autorité, il y a le chancelier. Et à côté de ça, on a une autre chambre, qu'on appelle la chambre basse, puisqu'il faut rester dans cette idée que c'est le concile qui a le pouvoir à Vandavel, ce n'est pas une monarchie, c'est une oligarchie. Il y a la régence. Alors la régence, c'est un grand mot pour désigner, en fait, il y a un type qui peut élire jusqu'à 5 conseillers, enfin, qui peut choisir jusqu'à 5 conseillers comme il veut, dans différents domaines, comme il veut, trésorerie, les arts, les armées, il fait ce qu'il veut. Et le régent a plusieurs prérogatives, notamment en fait de son seul fait, il peut édicter un autre type de... là où le concile ne pouvait faire que soit des modifications sur la charte ou voter des lois, le régent, lui, a la particularité de pouvoir de son seul fait proposer un décret. C'est très intéressant, c'est-à-dire que, évidemment, le système normatif de Vandavel, même s'il est très développé, n'est pas complet, ou tout du moins il n'est pas adapté à 100% aux besoins des joueurs. Comme c'est compliqué d'avoir une loi, même si elle ne requiert entre guillemets que la majorité, ce qui est pas, déjà voilà, c'est pas évident, dans le silence de la loi et dans la mesure où il respecte aussi bien la charte que les autres dispositions législatives, le régent peut prendre des décrets. Donc il est une autorité normative, une petite, mais ça évite de devoir nécessairement recourir à la loi pour établir de nouvelles normes. Voilà. Quoi d'autre? C'est évidemment le chef des armées, c'est lui qui conduit la diplomatie à Vendavel. Sur pas mal d'aspects, les décrets qu'il peut prendre, certains sont enfermés dans une procédure. Par exemple, s'il veut prévenir un trouble à l'ordre public, donc on est en amont de ce trouble, il est obligé d'avoir l'accord du chancelier. C'est évidemment pour prévenir toute tentative de coup d'État. Voilà. Dès lors qu'on essaie de prévenir quelque chose qui n'a pas eu lieu, on n'est pas dans un système répressif, il faut se méfier, est-ce que c'est pas pour instaurer autre chose? Voilà, donc ça je vous renvoie encore une fois vers la charte, c'est pas bien compliqué. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, donc ces deux trucs, ces deux chambres se parlent. Depuis la réforme, on a le régent peut siéger au sein du concile. Alors, ça requiert des votes, des votes qui sont exigeants si le régent souhaite être là plusieurs fois, puisque normalement le régent n'est pas censé être là. Ce sont ses conseillers, les membres de la régence, qui ont droit d'être au concile. Le but dans tout ça, c'est que le régent doit essayer de sortir le plus possible des débats, de la mêlée politique, afin de prendre la bonne décision. Il doit apparaître comme... comment dire? C'est pas un souverain, mais il doit apparaître comme, comme quelqu'un qui va unifier les aspects politiques. Et donc, bon, il peut y siéger, c'était une volonté de Childeric, et donc dans un signe justement de conciliation, conciliation, Clemens avait, alors avec évidemment plusieurs conditions, hein, notamment de vote, avait permis que le régent puisse assister. Bon, ça ce sont des aspects. Autre lien évidemment entre eux, c'est qu'il y a des votes de destitution. Et on va y revenir parce qu'il y a une hypothèse comme ça dans le cas pratique.
vote de destitution, donc aussi donc de tous les membres du concile, ils peuvent se destituer entre eux suivant une procédure. On peut destituer le régent, d'ailleurs c'est en fait le seul moyen de mettre fin à une régence, c'est le régent meurt, comme ça a été le cas pour Hannibal Ier de Nussardie, ou de se faire destituer, comme ça a été finalement le cas pour Childeric Ier de Rosépine. D'ailleurs ça me permet de dire, grand oubli de ma part, l'actuel régent de Vandavel, c'est Elkan Ier de Nussardie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Elkan avait été candidat contre Childeric, et Childeric avait été élu à l'unanimité. Donc, malgré une défaite, vous voyez, on n'est jamais mort en politique, on peut faire des Stanis Baratheon, on peut revenir et faire un bon travail, puisque, bon, pour l'instant, il n'a pas tellement eu l'occasion de se montrer comme régent, mais ça part bien, voilà, fort de l'expérience de son prédécesseur, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, ça me permet de dire que vis-à-vis des consuls, il a peut-être pas la même animosité que son prédécesseur, mais c'est pas un juriste. Donc, je pense, et c'est grand bien lui fasse, euh, je pense que s'il devra un jour choisir entre les intérêts juridiques et les intérêts de son peuple, il choisira évidemment les intérêts de son peuple. Ce qui me permet, allez hop, je continue une parenthèse, puisque j'ai déjà bien ouverte, un petit argument que vous pouvez toujours dire, face à une personne qui pense que oui, on pourrait s'abstenir un petit instant d'appliquer telle règle, allez, on va plus vite. La procédure est la sœur jumelle de la liberté. C'est très beau, mais c'est vrai. À partir du moment où vous considérez que dans telle situation, on écarte la règle de droit, vous créez un précédent. Et ce précédent, il interviendra une nouvelle fois. Et cette fois-ci, peut-être que ça ne sera pas aussi approprié que la première fois. Mais on se dira, mais oui, bon, on l'avait écarté une première fois, donc on peut continuer. Et là, vous mettrez en péril les libertés qui sont garanties par la charte. Voilà. Donc, faut être conscient de ça, et que les consuls du doctorat, ça va rentrer, que les consuls du doctorat se souviennent, voilà, de faire œuvre de pédagogie, et c'est en ce sens-là que la charte a été annotée. À la base, elle ne l'était pas. Voilà, donc il faut bien retenir ça. Les autres prérogatives, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux autres chambres? Finalement, c'est assez simple. Peut-être comment marche le système de loi. Le système de loi, finalement, c'est pas bien compliqué. Les propositions, elles peuvent émaner, si je ne me trompe pas, de chacune des deux chambres. Attendez, que je ne me trompe pas, parce que c'est assez... c'est tellement important qu'il ne faudrait pas se planter. Parce que comme je ne dors pas, je n'ai pas ce livre, je n'ai pas la charte comme sur ma table de nuit, donc je voudrais pas dire de bêtises. Donc, donc bon, alors, voilà. Donc chaque membre du concile a une capacité d'initiative, donc que ça soit un tribun ou un archonte, et tout comme les membres de la régence. Donc chacun peut faire œuvre d'initiative, et il y a même un mécanisme de pétition qui existe au sein de la charte. Ça encore, voilà, je rentre pas dans les détails dans ces mécanismes-là, je vous laisse les découvrir, ce sera plus simple. Bon. Mais dans l'absolu, ça aboutit toujours au même résultat, c'est le concile qui va décider. Une force d'initiative, c'est bien, mais le vote, à l'arrivée, on y arrive au même. C'est-à-dire, d'ailleurs, la pétition est là-dessus pas forcément très intéressante, puisque je sais plus combien de signatures il faut avoir, mais ça n'aboutit qu'à... ça vient à l'ordre du jour du concile. Voilà. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le peuple qui est légitime à Vandavel, c'est les représentants des communautés. Restez dans cette idée d'oligarchie, Vandavel n'est pas une démocratie. D'ailleurs, ça pourrait être un excellent sujet pour une épreuve de grand oral. Vandavel, oligarchie ou démocratie. Essayez de faire peser les deux débats avant, normalement, de faire triompher voilà, la notion d'oligarchie. Encore que, peut-être que c'est que mon avis, peut-être que s'il faut, ça peut correspondre à la démocratie, va-t-on savoir. Bon. Donc, une fois que une initiative arrive au concile, il faut qu'elle soit votée simplement à la majorité. Voilà. Et il me semble, voilà, et intéressant, une autre prérogative du chancelier, c'est que si le vote au sein du concile tombe à égalité, le chancelier du coup a un vote supplémentaire.
C'est uniquement dans ce cas-là que sa voix va compter double. Voilà, petit aspect voilà, qui est intéressant à se souvenir. Voilà, et il me semble que le mécanisme de création de la norme législative, j'aime bien employer des mots compliqués, c'est super, à 21h30, se conclut par, voilà, c'est-à-dire une fois que ça a été voté, ça part à la chambre basse qui peut adresser un avis, et le conseil est libre d'en tenir compte ou pas, et dans tous les cas, la loi est adoptée. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le système politique de Van Davel? Je crois qu'on a fait le tour. Si, une petite innovation, il y a un troisième personnage, c'est-à-dire on a le régent, on a le chancelier, et bien depuis la réforme, on a le gardien des clés. Alors qu'est-ce que le gardien des clés? C'est un individu qui peut très bien siéger à la régence ou être membre du concile, mais il peut pas être chancelier ou être régent, parce que son boulot, c'est, en gros, c'est une sorte de police, alors sans strict du terme, hein, le prenez pas, c'est une police politique, c'est-à-dire, s'il y a des groupes, des membres politiques qui ne respectent pas la charte, donc je dis bien la charte, pas forcément les autres textes qui sont plus compliqués, moins accessibles, et qui ne représentent pas autant les aspects fondamentaux de la vie à Van Davel, il peut employer des sanctions politiques, c'est-à-dire suspension des voix pendant une journée, pendant toute une session. Alors, employons des termes juridiques. À Van Davel, la séance au sein du concile, c'est le jour. La session, c'est toute la durée du gène. Voilà, c'est comme ça que ça marche. J'en profite d'ailleurs pour dire que le concile se réunit normalement au crépuscule, donc bien évidemment le soir, ça paraît évident. Mais comme ça c'est plus frais et on peut prendre des rafraîchissements et être posé, même si il y a un règlement du concile qui fait en sorte que c'est une assemblée qui respecte un certain temps de parole, voilà, tout ça. On verra d'ailleurs si le chancelier va maintenir ce règlement du concile, on verra bien. Bon. Ça sera très intéressant d'ailleurs si vous voulez assister. Il y aura l'élection, le vote pour le chancelier, le premier soir de la foire d'été de Candoria. C'est toujours un moment très sympa en termes de roleplay. J'espère qu'il y aura des débats. En tous les cas, il y aura un beau serment et ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, donc sur le système politique, il me semble qu'on a fait le tour. Un petit mot sur le système judiciaire. Comme on l'a dit, je crois, la dernière fois, les citoyens de Van Davel sont les seuls à pouvoir faire appel aux droits de Van Davel, mais les métèques, donc les étrangers, sont soumis aux droits de Van Davel et ont même des prérogatives par des prérogatives, dire, ils ont droit à une liberté de religion, tout ça, rentrons pas dans les détails, mais petite subtilité de la charte, il faut qu'un citoyen prenne l'appui, vienne au soutien d'un métèque pour que celui-ci puisse opposer en justice les prérogatives qui lui sont reconnues par les textes de loi. Voilà, c'est-à-dire, tu bénéficies de règles, mais si tu veux les faire respecter devant les autorités, il faut que tu sois soutenu par un citoyen. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? La représentation en justice, si je me souviens bien, elle est toujours facultative, mais la représentation en justice est toujours faite par un consul. Petite différence avec Eden Horia qui laisse la défense, qui ouvre une option voilà, en défense. Ça peut être une personne lambda qui représente le défendeur. Ça, à Van Davel, ça n'existe pas. Il n'y a que des consuls. Le seul juge de la cité. Alors, si on met de côté le fait que est-ce que le chancelier est une juridiction dès lors qu'il peut interpréter la loi, on oublie ça. Le seul juge de la cité, c'est le régent. On reste dans le système médiéval. Donc le régent qui peut prendre des décisions de justice selon 3 formations, soit en audience simple, non en fait non, il y en a que 2, soit en audience, soit en procès, qui sera un peu plus élaboré. Et entre les deux, il peut éventuellement faire recourir, qui peut faire dépendre la solution de litige auprès d'un arbitre. Donc généralement, il désignera un consul qui sera chargé d'établir une solution, et cette solution devra être ratifiée par le régent. Enfin, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire est-ce que la solution lui convient ou pas. Donc n'oubliez pas qu'à Van Davel, vous avez la possibilité, vous consuls, vous futurs consuls, de devenir devenir arbitre. Ça c'est intéressant, c'est un autre aspect du jeu. Encore une fois, vous n'êtes pas appelé à ne faire que des plaidoiries, vous pouvez aussi jouer des rôles de magistrat, et ça joue aussi pour les procès, puisque
le procès, c'est une formation collégiale qui est censée juger un individu, et cette formation collégiale, elle est souvent composée de consuls. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si, un point intéressant à Van Davel, c'est que le régent est lié par ses décisions. C'est-à-dire, chacune des décisions de justice que le régent prend, cela constitue ce qu'on appelle un précédent. Et dès lors qu'on rencontrera les mêmes faits, enfin la même situation juridique dans l'avenir, eh bien, il faut que le régent respecte, même si ça a été fait par un autre régent, on s'en fout, c'est la régence qui prend ça, c'est l'institution, devra prendre la même décision dès lors qu'il se retrouve dans un cas très similaire. Voilà, c'est ça emprisonne un petit peu, c'est-à-dire il est tout seul à décider la plupart du temps. On se moque éventuellement des questions d'impartialité, puisqu'il est quand même arrivé que le premier grand procès qu'il y a eu à Van Davel, c'était quand même Childeric de Rozépine contre Joseph de Rozépine, donc on aurait pu s'interroger sur l'impartialité. Mais voilà, c'est encadré par cette règle du précédent qui n'existe pas à Eden-Oria. Il me semble qu'on a à peu près tout dit sur le système judiciaire, donc voilà, souvenez-vous évidemment de la hiérarchie des normes, donc finalement on peut dire il y a la charte, ensuite vient le codex, ensuite viennent les décrets, enfin, et à côté des décrets, puisqu'un décret ne peut pas venir modifier les dispositions qui sont en droit civil et en droit pénal, qui sont inscrites dans les institutes et le corpo criminus. Donc voilà, respectez bien. Voilà. Les dispositions du codex peuvent prendre le pas sur les dispositions en droit civil ou en droit pénal, mais un décret ne peut pas le faire. Et un décret doit évidemment, voilà, le décret doit respecter les 4 textes, et le codex prend le pas évidemment sur les décrets et sur les dispositions en droit civil et en droit pénal. Voilà. Bon, c'est pas bien compliqué, le plus simple est encore de s'y confronter. D'ailleurs, je crois qu'on va faire ça tout de suite. On va parler maintenant du cas pratique. Alors, il est possible que j'ai oublié certaines choses. Bon, encore une fois, mon but n'est pas de faire un cours exhaustif, mais simplement de vous présenter de manière simple comment ça marche. Encore une fois, mon cours ne remplacera jamais une bonne lecture au coin du feu, ou plutôt, bon, comme on arrive au beau jour, sur un rocking chair, au soleil couchant, avec un petit jus d'orange dans la main et quelques glaçons. Voilà, de lire tout ça, c'est abordable. Si petit point qu'on peut quand même dire en justice, c'est que les membres du concile et de la régence, c'est-à-dire le personnel politique, sont des petits procureurs. Et justement, ça va servir pour le cas pratique, c'est-à-dire qu'ils peuvent enclencher une action en justice alors même que leur intérêt personnel n'est pas en cause. Là où une personne lambda ne peut agir en justice que pour ses propres intérêts, c'est-à-dire il faut un intérêt personnel, direct, né et actuel, eh bien, un membre politique peut agir pour le bien de la cité. Ce sont des sortes de petits procureurs, si on devait donner une image. Voilà, il me semble que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, voilà, si vous avez des questions, on en parlera dans la seconde partie du cours. Parlons maintenant de notre ami le cas pratique que je vous avais donné à faire. Alors, je vais en donner lecture, et ensuite, on va essayer de le résoudre. Alors, prendre une belle voix. Édouard, jeune archonte de Van Davel, se méfie des agissements de l'honorable tribun Antoine, qu'il soupçonne sérieusement d'avoir été acheté par les Flammes Blanches. Il est vrai que depuis quelques mois, ils n'arrêtent pas de prendre leur défense avec énergie, alors qu'il était plutôt neutre à ce sujet. Sa dernière acquisition, une villa située dans les beaux quartiers de la cité, laisse à penser que ses revenus ont augmenté considérablement. Mais peut-être n'est-ce là que l'œuvre de son dur labeur de consul. Édouard, fier chevalier, ne supportant pas l'idée du déshonneur, est allé récemment à une soirée organisée par le chancelier. Là-bas, il a pu participer aux mondanités et y a pris goût. Il voudrait pouvoir organiser des alliances au sein du concile, et aussi modifier la charte. En effet, pour lui, le régent a trop de pouvoir. C'est ce que lui a dit le chancelier, en tout cas. Toutefois, dans le même temps, son Altesse, intéressé par sa vigueur, souhaiterait le voir rejoindre la chambre de la Régence pour exposer ses brillantes idées vouées à la splendeur de Van Davel. Édouard hésite, mais dans le même temps, ce serait l'occasion pour lui de proposer quelques règles dont il désire l'application, notamment en ce qui concerne les jeux d'argent. Quid iuris? Ça veut dire quid iuris, ça veut dire qu'en pensez-vous en droit? Donc toute la difficulté de ce cas pratique était de déterminer dans un premier temps les problèmes de droit. Mais juste avant, petite parenthèse, parce que j'aime bien les parenthèses, vous aurez remarqué qu'on emploie des termes de civilité à Van Davel, l'honorable tribun.
Son Altesse le Régent, voilà, vous avez le tout dernier article de la charte qui parle des titres de civilité, et si vous voulez être un consul pris au sérieux, mais ça peut également l'aider finalement dans ses plaidoiries, ça donne un peu plus de classe, un peu plus d'aplomb, respectez les titres de civilité. Voilà, je vais pas tous les faire, mais c'est Votre Excellence l'Archonte, c'est Honorable Tribun, Son Excellence Sérénissime le Chancelier, voilà, c'est des petits aspects qui peuvent enrichir vos plaidoiries comme votre roleplay juridique, et même finalement vous soutenir, parce que le roleplay, c'est avant tout du dialogue, et tout élément de dialogue qui peut vous transposer dans un univers juridique ne peut que vous aider. Donc, comment fallait-il résoudre ce cas pratique? D'abord, comme j'ai dit, il fallait déterminer les problèmes de droit. Donc là, nous sommes dans une situation où clairement, il y a beaucoup de faits qui vous sont rapportés et qui ne vous sont pas utiles. Donc prenons la première situation, le cas de l'honorable tribun Antoine et et des suspicions d'Édouard sur une éventuelle corruption. Donc, ça s'arrête, ça s'arrête au mot consul. Tiens, voilà, c'est bien fait. Donc, le premier paragraphe ne concerne que ce problème de droit. Donc, tout d'abord, quand vous avez déterminé le problème de droit, il faut déterminer la règle de droit. Voilà. Donc, la première des règles de droit, c'est la compétence. Et ça, c'est un aspect, tout ce que je vous dis là, la méthode, elle est essentielle. Vos plaidoiries doivent être construites comme ça. On m'a transmis des copies, et déjà, je suis très content qu'il y ait des joueurs qui aient pris la peine de faire ce cas pratique. C'est sincère, ça me touche. Et il y avait des choses très bien dedans. Mais c'est normal, hein, quand on n'est pas juriste, comme j'ai dit, voilà, c'est un souci de méthode. C'est souvent ça s'arrêtait par il n'y a pas de preuve, donc ça sert à rien d'aller plus loin, ou c'est légal. Mais c'est légal, on n'explique pas pourquoi est-ce que c'est légal. Donc, on pose la règle de droit. D'abord, donc, on détermine la compétence. Bon, évidemment, là, on a affaire à la fois à des individus qui sont de Van Davel, donc il y a ses caractères personnels, et les faits se passent vraisemblablement à Van Davel, puisqu'on parle d'une villa qui est située dans les beaux quartiers. Donc, on peut appliquer clairement le droit de Van Davel. Ce qui me permet de revenir, encore une parenthèse, oui je sais, c'est pénible, mais c'est important, spécificité propre à Van Davel au niveau du droit, et notamment en termes de compétences, que je n'ai pas, j'aurais dû en parler lors de la première partie de ce cours, mais elle ne coule pas. Le droit de Van Davel est construit comme un droit international. C'est-à-dire que le droit des communautés fondatrices, parce qu'il y a plein de communautés qui sont à Van Davel mais qui ne sont pas fondatrices, ces communautés-là ont leur propre droit. C'est-à-dire que dès lors qu'une affaire en justice ne dépasse pas le cadre d'une communauté, c'est-à-dire ça ne touche pas quelqu'un qui est extérieur à la communauté, ça ne touche pas un intérêt qui lui soit extérieur, eh bien la résolution de ce conflit sera faite uniquement par les règles de cette communauté. On lave son linge sale en famille. D'accord? Donc quand vous parlez de compétences, voilà, respectez bien cette idée, sachant que évidemment, dès que vous touchez à un personnel politique, donc là nous parlons d'archonte et de tribun, c'est le droit de Van Davel qui va s'appliquer. Voilà, on ne se pose même pas la question, enfin si on se pose la question de savoir éventuellement quelle est l'appartenance du tribun Antoine ou d'Édouard, mais c'est bien de se poser la question, mais la réponse est toute simple, puisque là, clairement, il y a un enjeu qui dépasse la seule communauté. Donc la règle de droit est simple, ça, on ne l'a pas encore posé, mais on sait que la règle de droit est d'origine vandavelloise, ou vandavelienne, ou vandavelione. On n'a encore jamais défini ce problème-là. Donc, règle de droit est d'origine légale à Van Davel. Bon, qu'est-ce qu'on a là à Van Davel? Donc, le sujet porté sur le droit public. On aurait pu partir sur du droit pénal, mais il y a une procédure de destitution pour les crimes et délits politiques. Et clairement, la corruption, même si on ne définit pas qu'est-ce qu'un délit politique, tiens, ça pourrait donner éventuellement une jurisprudence de la chancellerie, la corruption, pour prendre position, pour assurer des faveurs diplomatiques, est évidemment un crime ou un délit politique. Donc, on peut appliquer, alors l'article, il est très important de citer les articles, donc voilà, d'ailleurs vous apercevrez, non je ne l'ai pas fait, ce cas pratique, parce que je voulais justement être amené à vous présenter la méthode sur le moment même.
c'est évidemment, je l'ai lu, c'est moi qui l'ai rédigé, mais je ne l'ai pas rédigé. Enfin, je n'ai pas rédigé sa réponse. Voilà, on va le faire comme ça. Ça me paraissait plus sympa de vous faire que vous soyez confronté à la méthode de raisonnement in fine, plutôt que de vous donner la réponse d'un coup. Donc on applique l'article 35 de la charte. Si un ou plusieurs des membres du concile étaient accusés d'un crime ou d'un délit politique recevable par la loi de Van Davel, ah ben tiens, mais parfait. Non seulement, c'est-à-dire dans ma règle de droit, dans ma méthode, je me suis posé la question, est-ce que c'était bien la loi de Van Davel qu'on devait appliquer? L'article le précise lui-même. Par la majorité de ses pairs, une commission de 3 membres, nommée à cet effet par le concile, prendra connaissance de cette accusation et en fera un rapport écrit. Jusque-là, il ne peut être arrêté. Si la commission juge l'accusation admissible, le concile s'emparera de l'affaire. L'accusé est condamné à la majorité des 2/3 des voix, et il sera déclaré déchu de sa dignité en raison de sa trahison du serment fait devant le peuple. Le concile peut exiger réparation ou sanction devant la justice. Bon, et bien clairement, l'article 35 peut être applicable. Un élément que vous devez absolument prendre en compte, c'est que l'aspect probatoire ne compte pas pour enclencher une action en justice. Une action en justice, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire avant même d'aller à l'article 35, si on veut faire un travail particulièrement méticuleux, on peut aller dans le titre 1 du codex qui précise à quel article voilà, article 8 du titre préliminaire du codex. Une action en justice a pour condition l'intérêt à agir qui se doit d'être légitime, né, actuel, personnel et direct. Bon, à ceci on doit rajouter l'article où quand je disais, justement c'est l'article 9, voilà, les conseils de la chambre de la régence, le régent, le chancelier, les archontes et les tribuns sont officiers publics, ils dérogent à l'article 8 dès lors qu'ils en motivent le geste par l'intérêt public. Donc ça, cet article 9, associé à l'article 8, puisque l'article 9 est une dérogation à cet article 8, fonde l'action éventuelle d'Édouard en justice. Ça veut dire, je suis tribun, non, il est archonte, si je ne me trompe pas d'un texte, voilà, jeune archonte de Van Davel, je suis archonte, et de ce seul fait-là, je considère qu'il y a un intérêt public à enclencher une action en justice contre Antoine. On n'est pas dans la preuve pour le moment. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est le travail de l'instruction. L'instruction, dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'infraction politique, elle est menée par une commission de 3 membres. Donc ne vous arrêtez pas, comme j'ai pu le voir dans certaines copies, à cet aspect probatoire. L'action en justice ne dépend pas de la preuve. La preuve, elle vient après, pour voir est-ce qu'il y a une accusation ou pas. Et d'ailleurs, éventuellement, si vous vous plantez sacrément dans votre action en justice, il peut y avoir un retour de bâton, puisqu'on peut éventuellement parler d'abus de droit. Voilà, donc normalement, si c'est une action en justice qui est à peu près fondée, l'abus de droit ne devrait pas être retenu, mais attention, civilement, en jeu, vous pouvez être responsable d'avoir fait une action abusive en justice. Bon. Donc une fois que... Il n'y avait pas à aller plus loin que ça, cette histoire politique, puisqu'on n'a pas d'éléments qui pourraient nous amener à penser que la commission aurait pris telle ou telle décision. Dans tous les cas, le texte ne fait pas part d'une décision de la commission. Est-ce qu'elle aurait jugé l'affaire recevable ou pas? On ne sait pas. Bah, d'ailleurs, même avant que la commission soit saisie, il faut que les membres du concile soient d'accord à la majorité pour désigner une commission sur les faits qui sont avancés. Bon. Cet article 35 se termine par le concile peut également, attendez, je vais reprendre le texte même, le concile peut exiger réparation ou sanction devant la justice. Et bien, réparation ou sanction, c'est des termes qui doivent faire tilt dans votre tête. Réparation, ça veut dire droit civil, sanction, ça veut dire droit pénal. On n'en parlera pas là parce que clairement le sujet était de droit public, mais si vous aviez été ultra exhaustif, vous auriez pu envisager de développer des hypothèses, ou tout du moins faire référence à le régime de la responsabilité délictuelle en droit civil et éventuellement trouver un crime ou un délit. Il n'y a que des crimes dans le corpus criminus qui se réfèrent à la corruption. Voilà, et donc ce problème de droit aurait été résolu. Pourquoi? Parce qu'on aurait respecté le syllogisme juridique. Vous avez déterminé le problème de droit, vous avez posé la règle de droit, vous avez exposé les faits, voilà, c'est-à-dire vous avez fait une confrontation, et vous avez résolu. Premier cas, résolu. En l'état, au niveau du texte, on ne peut pas aller plus loin. Mais vous avez fait une parfaite application de qu'est-ce que c'est qu'une action en justice,
qu'est-ce que c'est que l'action en justice particulière pour un membre politique de Van Davel, et vous êtes allé au maximum de ce que vous donnez les faits, c'est-à-dire vous avez poussé à fond l'article 35 et même envisagé des possibilités en droit civil ou en droit pénal, et c'est très bien, c'est largement suffisant. Mais voilà, typiquement, c'est un cas, vous voyez que finalement cette question-là, on ne peut pas l'arrêter par il n'y a pas de preuve, on ne sait pas. Non, on peut développer, on peut, sur le thème de la réflexion, on peut aller plus loin. Bon. Je crois que les problèmes de droit ensuite étaient un petit peu moins compliqués, mais celui-là au moins vous a bien démontré quelle était toute la logique. Et d'ailleurs, gardez en plus en tête que, admettons, vous seriez parti sur une réparation en droit civil, voilà, je vais exposer tout ça, je vais à fond. N'oubliez pas que toutes les règles que vous aurez en droit civil, même si elles sont issues éventuellement du codex, doivent être conformes à la charte. Et c'est la charte qui prime. Donc même dans votre recherche d'éléments normatifs, gardez en tête cette confrontation, cette hiérarchie permanente entre la charte, le codex, voilà, dès lors que le codex respecte bien la charte, et les autres textes. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à énoncer de la sorte, mais bon, c'est assez rare qu'il y ait de grosses contradictions, il faut juste essayer d'adopter cette méthode-là. Donc, second problème de droit, la soirée chez le chancelier, où, voilà, il y a pris goût, et Édouard voudrait organiser des alliances au sein du concile, et aussi modifier la charte. Bon, question des alliances au sein du concile. Voilà, parce que c'était également un problème de droit. Peut-on faire des alliances au sein du concile? La loi... Eh bien, même pas, je vais aller plus loin que ça. Euh, on- Quand on a lu la charte, il n'y a pas d'éléments qui répondent. On va dans le codex. Que dit le codex? Article 7 du titre préliminaire. Ce qui n'est interdit ni par la charte citadine, ni par le codex, ni par les institutas, ni par le corpus criminus, ni par les bonnes mœurs, ni par le droit naturel de la cité de Vandavel, est légal. Alors, qu'est-ce que c'est que les bonnes mœurs? C'est la coutume locale, voilà, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de préciser qu'on ne montre pas son orifice anatomique pour dire que c'est illégal, ça ne se fait pas. Et le droit naturel de la cité de Vandavel, c'est-à-dire le droit religieux, c'est une particularité à Vandavel, c'est que l'interprétation des textes, tout comme éventuellement un possible vide juridique, doivent être éclairés par les textes religieux. Il y a 3 religions officielles à Vandavel, c'est Aetheor, bien sûr, Chagat et Aethea. Bon, c'est ultra résiduel, mais c'est le seul caractère politique religieux qui y est à noter. Donc, sur le fondement de cet article 7, les alliances ne sont pas interdites au sein du concile. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce petit bout, cette petite question d'alliance, n'attendez pas une réponse pour vous, mais exposez un cas, une jurisprudence Clemens, quid de la Sainte Alliance à Vandavel. Alors la Sainte Alliance était une organisation politique qui n'existe plus aujourd'hui, ou du moins qui... Non, on peut pas dire qu'elle n'existe plus, mais tout du moins elle est en suspens et n'est plus présente. Peut-être qu'elle reviendra. Cette organisation politique rassemblait 3 factions, qui étaient la Sainte Église, l'Ordre Rédemptioniste et l'Ordre Hospitalier Teutonique. La question s'est posée à force de voir disparaître les archontes, et notamment en fait le premier archonte qui s'est barré avec sa communauté, c'est l'Ordre Hospitalier Teutonique. Est-ce que la Sainte Alliance avait 3 voix au sein du concile, ou est-ce que la Sainte Alliance n'existait pas au sein du concile et c'était uniquement les 3 factions prises individuellement? La jurisprudence Clemens dit que les fondateurs sont pris individuellement. Donc, petit aspect à retenir, voilà, c'est possible qu'il y ait du contentieux encore là-dessus, parce qu'il y a des ressortissants de la Sainte Alliance qui pourraient peut-être faire valoir un de ces 4, et ouais, mais la Sainte Alliance, c'était un parti politique qui avait 3 voix, donc il y a peut-être plus de les autres communautés, mais à moi tout seul, je vais avoir 3 voix au sein du concile. C'est contraire à la jurisprudence Clemens, mais comme une jurisprudence, elle peut se modifier, et peut-être que le successeur de Clemens dira « Ah ben ouais, c'est possible ». Ah, vous êtes averti, concile, c'est à vous aussi de faire tourner le jeu. Ça a été la vision de Clemens toute sa Wittgenstein, peut-être que ça ne sera pas la vôtre. Bon. 3e problème de droit, c'est aussi, il voudrait modifier la charte. Donc, le fait qu'un archonte puisse modifier la charte, tout simplement, la réponse, on respecte toujours l'idée, je détermine les problèmes de droit, je pose la règle de droit, je pose les faits, je résous, bon, là, ça n'allait pas casser 3 pattes à un cochon d'Inde. Il s'agissait seulement de dire que
la modification de la charte, la réforme de la charte, est prérogative exclusive de la chancellerie. Voilà. Et même de sortir la référence, puisqu'il faut toujours donner les règles de droit, c'est bien, mais ça n'a pas de valeur si vous ne donnez pas l'article qui fonde cette règle. Et en l'occurrence, c'est l'article 18 de la charte. Le chancelier peut émettre un projet de réforme de la présente charte adopté à la majorité absolue des 2/3. Voilà, donc il fallait faire référence à cet article-là. Donc non, Édouard ne peut pas réformer à lui tout seul la charte. Quatrième point. Donc vous voyez typiquement la phrase en effet pour lui le régent a trop de pouvoir, elle ne nous sert strictement à rien. C'est très bien, t'as une considération Édouard, mais juridiquement je n'en fais que dalle. En plus ça continue en disant c'est ce que lui a dit le chancelier. Ben, vous voyez, ça c'est typiquement vous. Là, on a affaire finalement à un énoncé, c'est que vous avez été un bon petit consul, vous avez tout pris en note de ce que vous a dit votre client, et maintenant vous faites le tri. Et bien justement, tout ça, hop là là, on s'en fout. Toutefois, c'était quoi? Voudrait le faire rejoindre la chambre de la régence. Donc question. Alors, bon, évidemment, on a... Bon, vous n'êtes pas sur un même cas, vous n'êtes pas obligé tout le temps de revenir sur est-ce qu'on applique le droit de Van der Bellen. Mais, voilà, vous pouvez... Mais vous devez garder en tête cet aspect-là. Quelle est la compétence, quelle est la bonne règle de droit à appliquer, parce que sur un petit détail, vous pouvez vous faire baiser, vous pouvez partir sur un raisonnement, et c'est complètement faux, parce que vous n'avez pas respecté cette étape. Ça doit être un automatisme permanent, et encore une fois, dans le mécanisme, que ce soit à Van der Bellen ou à Denoria, de la compétence des textes, c'est quand même pas évident, quoi. La seule lecture ne suffit pas. Il y a des confrontations de hiérarchie, il y a des histoires de communauté, de pas communauté. Bon, il faut être prudent là-dessus. Donc, la question finalement, là aussi, était finalement assez courte, parce que ça n'appelait à l'application que d'un seul article. L'article, je vais dans le chapitre, je crois que c'est le chapitre 5 de la régence exécutive. Donc peut-être que je vais avoir ma solution, puisque le problème tel qu'il me présentait, c'est est-ce qu'un membre du concile peut être membre de la régence tout à la fois. Donc, alors, est-ce que c'est là-dedans? Parce que peut-être que la charte a écrit un texte qui dit les membres du concile ne peuvent pas être membres de la régence. Donc, peut-être que c'est dans le chapitre 5, peut-être que c'est pas dans le chapitre 5. Bon, là, je ne vois rien dans le chapitre 5. Donc, je vais me référer au chapitre 4. Peut-être que justement, on parle du statut des membres du concile. Toutes les affaires qui ne sont pas dues recevoir la chambre de la régence. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Alors peut-être que c'est même... Ah, peut-être que c'est du chapitre 3 de la gouvernance à Van der Bellen sur les principes... Oui, attends, c'est fort possible. Est-ce que c'est... Vous voyez, je cherche en même temps, je résous le cas en même temps, enfin en direct. Ah, voilà, article 14, donc du chapitre 3. Le régent peut composer la chambre de la régence par 5 conseillers choisis hors du sein du concile. Non, c'était mal écrit. Il faudrait une réforme pour corriger cette coquille. Donc, le régent peut composer la chambre de la régence par 5 conseillers choisis hors du concile. Voilà. Il y a des petites fautes de frappe, des fois dans la charte. Vous pouvez vous amuser à les repérer. Donc, finalement, vous balancez l'article 14. Alors évidemment, vous ne pouvez pas répondre au problème de droit en balançant article 14 et tu vas te faire foutre. Non. Il faut un petit peu de développement, et de toute façon, il faut un petit peu de pédagogie, puisqu'encore une fois, politiquement, vous avez tout intérêt à ce que le droit soit expliqué pour que le droit tende à devenir éventuellement populaire, ou à défaut d'être populaire, d'amener un système où les gens bénéficient du droit, tout en étant ingrat envers lui, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais dans tous les cas, voilà, vous devez développer vos réponses, et même si la teneur fondamentale de cette réponse tenait en l'application d'un seul article. Ce n'est pas comme le premier problème de droit qui appelait justement à la combinaison de plusieurs articles. Donc, je crois que là on est au 5e problème de droit. Je les ai pas prédéterminés là, je regarde le texte, s'il faut je vais peut-être laisser passer, je pense pas, mais je fais ça vraiment en direct.
Edouard hésite, de lui proposer quelques règles dont il désire l'application, notamment en ce qui concerne les jeux d'argent. Alors, quand on rentre dans les détails comme ça, les jeux d'argent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Bon, typiquement, jeu d'argent, je me dis, ça n'a rien à foutre dans la charte. Parce que c'est trop dans le détail. Là où la charte est censée évoquer que des principes fondamentaux, pour moi, les jeux d'argent, ça fait pas tilt dans ma tête. Mais, dans la mesure où on parle quand même d'archonte, de régence, tout ça, ça n'aurait pas de sens que ça soit dans les Institutes ou dans le Corpo Criminus, puisque c'est des textes qui n'ont pas été écrits pour Van Davel. Donc, j'irais bien d'instinct dans le codex qui rassemble toutes les lois subsidiaires de la cité, et donc peut-être de la tranquillité religieuse, le titre 2. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non. Oui, d'ailleurs, oui. À Vendavel, il y a officiellement une inquisition qui n'a jamais sévi à Vendavel. Et voilà, vous pouvez regarder le titre 2 du codex, c'est très très court. Hein. Ce titre 2 est composé de 7 articles qui font appel une ligne chacun. C'est uniquement contre l'hérésie démoniaque, on va dire. Il ne faut pas associer Van Davel forcément à une théocratie despotique. Est-ce que je vais voir, moi, de l'ordre public, peut-être qu'on va parler des jeux d'argent dedans. Non. Non, bah écoutez, il n'y a pas de disposition particulière sur l'ordre, sur l'argent. Alors peut-être que finalement le problème du droit était pas spécialement sur la question du jeu d'argent, mais finalement, est-ce que Édouard doit nécessairement rentrer dans la régence pour proposer des dispositions relatives au jeu d'argent? Et donc peut-être que le fond de ça, parce que alors j'ai écrit ce cas, il y a quand même quelques années. Donc voilà, c'est pas récent que j'ai écrit ce truc, donc voilà, je sais pas où est-ce que je voulais en venir. Est-ce que c'était pour parler des jeux d'argent? Visiblement non. À mon avis, je pense finalement que c'est plus sur la question de est-ce que c'est opportun pour Édouard de rentrer dans la régence. Donc je pense qu'il faut que là, typiquement, la solution c'était de parler globalement de comment ça marchait le mécanisme légal et de dire en quoi la régence a une faculté intéressante en matière d'ordre public, comme finalement dans tous les autres domaines, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle bénéficie du pouvoir décrétal. Et c'est vrai que c'est plus intéressant, si on veut intervenir rapidement pour résoudre un problème, d'être dans la régence, puisque justement le décret existe de la seule volonté du régent, pour peu qu'il respecte, encore une fois, toutes les règles légales. Voilà, le décret est la source la, la moins puissante, tout en bas de la hiérarchie des normes à Van Navel, mais si jamais il y a un vide, c'est plus pratique. Donc, à mon avis, je pense que c'était là-dessus qu'il fallait partir. Et est-ce que peut-être que la charte prévoit des dispositions particulières vis-à-vis des décrets, puisque comme je vous l'ai dit, ça c'est le principe, que je vous ai donné le principe du décret, c'est-à-dire que ça dépend de la seule volonté du régent, mais peut-être, parce que je sais que ça existe, il y a des décrets qui, comme en matière de prévention de l'ordre public, je pense que c'est justement ça, voilà, qui demande l'accord du chancelier. C'est l'article 43. Le régent pourra publier les décrets qu'il juge convenables relatifs à la prévention de l'ordre public avec l'accord du chancelier. Tandis que, article 44, le régent pourra aussi prendre les mesures nécessaires pour rétablir la tranquillité publique dans toutes les matières de police, pourvu qu'il en instruise le concile. Vous voyez, ces différentes catégories de décrets qu'on a individualisées dans ce chapitre-là, et donc qui appartiennent évidemment à la grande règle de droit des décrets, mais qui ont des petits dispositifs séparés. Et donc là, je pense que la solution était de se référer aux articles 43 et 44 de la charte pour déterminer qu'est-ce que vous voulez exactement, Édouard. Est-ce que vous voulez prévenir le risque dû au jeu d'argent, ou plutôt essayer de rétablir une situation en vue de rétablir la tranquillité publique. Bon, le texte a plus l'air de partir sur de la prévention, mais bon, pour être tout à fait exhaustif, voilà, on aurait pu parler de ça.
mais conclure sur finalement le fait d'être archonte à main navale n'interdit absolument pas de proposer des dispositions pour lutter contre l'ordre public. L'ordre public n'est pas une exclusivité de la régence, ça peut tout à fait faire l'objet d'une loi, d'ailleurs ça sera beaucoup plus puissant, mais la loi suppose un accord de la majorité des membres du concile, ce qui, comme je vous l'ai déjà expliqué, est bien plus difficile à obtenir qu'un simple décret. Donc je pense que c'était finalement, la solution c'était voilà, de parler rapidement de comment ça marche un décret, de comment ça marche une loi, et de dire en disant que oui, ça peut être plus efficace pour Édouard d'entrer dans la régence, mais de rester archonte, c'est pas plus mal non plus, parce qu'il pourra proposer au sein du concile des dispositions pour lutter contre les jeux d'argent. Et je crois que voilà, nous en avions fini avec ce cas pratique. Donc voilà, encore une fois, je l'ai résolu là, je l'ai à peine relu avant le cours, et voilà, parce que je voulais vous montrer comment ça marche, l'hésitation, la recherche de texte. Vous voyez, j'ai un petit peu galéré, je me suis dit est-ce que c'est chapitre 2, 3. Moi j'appelle ça du plaisir. C'est cette recherche-là, si en plus on le fait à plusieurs dans un GN, je trouve que c'est sympa de s'immerger dans des normes, je trouve que ça approfondit évidemment l'univers. Et bien là typiquement, la résolution de ce cas pratique, ça, je sais pas, là je suis en train de, je crois que ça a pris un quart d'heure que je le fasse, et bien pendant un quart d'heure, j'étais pas chez moi, j'étais à Vandavel. Donc voilà, c'est ça le pouvoir du roleplay juridique. Et voilà, c'était cool, tiens, voilà, j'ai passé un petit quart d'heure. Je pense que j'ai pas eu tort sur mes réponses. Peut-être que d'ailleurs vous avez eu d'autres réponses vous-même. Je fais juste un point sur les copies qu'on m'a adressées, parce que beaucoup de mes élèves qui m'ont rendu les copies ne sont pas là ce soir. Ça arrive toujours des petits inattendus, des petits incidents dans la vie. Ils pourront toujours écouter cet enregistrement. Donc voilà, ne restez pas focalisés sur la question de la preuve. L'action justice ne dépend pas de la preuve. L'action justice déclenche le jeu judiciaire, et c'est ce jeu judiciaire qui pourra, par le jeu de l'instruction, aboutir à établir des preuves, voilà, pour arriver à un procès ou à une relaxe. Et ne vous posez pas la question est-ce que c'est légal ou pas. Votre problème il est là, mais c'est trop basique. Déjà, dire que quelque chose est légal, ça veut rien dire. Au minimum, il faut dire c'est légal parce que. Voilà, c'est-à-dire si c'est juste de affirmer de manière péremptoire c'est légal, c'est pas intéressant. Il faut aller au-delà et expliquer pourquoi. Et même de dire ça, en fait, vous allez vous focaliser sur un problème, vous allez uniquement rester sur est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est pas interdit. C'est pas intéressant. Évidemment, ce qui vous intéresse en tant que consul, c'est pas de dire est-ce que c'est gris, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc. C'est quelles sont les stratégies juridiques, judiciaires à mettre en place pour essayer de convenir au plus possible aux attentes de votre client. Et donc, ça, somme toute, votre client, il en a rien à foutre de savoir est-ce que c'est légal ou pas. Tant mieux. Mais moi, j'ai une ambition dans la société. Donne-moi des conseils. Dis-moi des trucs de comment est-ce que je fais. C'est super de me dire que ma situation, elle est légale ou pas. Mais tu réponds pas à ce que je veux. Parce que si c'était... Voilà, il faut essayer de dépasser ça et voilà, de bien... voilà, d'adopter un petit peu le raisonnement que j'ai eu. Finalement, voilà, de bien développer. Et vous voyez, on est parti quand même assez loin, puisque on a fait une réponse assez complète, puisqu'on a parlé de l'opportunité d'être archonte ou être membre de la régence vis-à-vis de l'ordre public, ou vis-à-vis voilà, de la sanction possible du tribun Antoine en droit civil ou en droit pénal. On est parti très très loin et on a évidemment complètement dépassé le stade légal. La seule chose où on s'est posé est-ce que c'était légal ou pas, c'était pour les alliances au sein du concile, parce qu'il n'y a rien du tout. En fait, je ne sais même pas si c'était un fait pour essayer d'embrouiller, pour être un fait inutile, pour un petit peu camoufler les parties qui étaient importantes du cas pratique, ou est-ce qu'il fallait vraiment relever ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est pas inexact, et c'est tant mieux de soulever un autre problème de droit, ça montre que vous avez été attentif au texte. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'avais dit que ce cours serait plus court, je sais pas s'il l'a été. Maintenant, on va passer à la seconde partie. Normalement, cette seconde partie devrait être mieux, puisque je crois avoir fait quelques réglages. Normalement, on devrait entendre vos voix. Donc, ce cours est terminé. On peut passer au débrief. Si vous avez des questions, vous pouvez rallumer les microphones, si vous êtes toujours là.
T'es toujours là? Toujours là? Ouais. Oui, il y a des gens qui sont là. Merci. Donc, voilà, écoutez, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Bah, J'espère que ça a été exhaustif et que ça t'aura... Voilà, est-ce que toi, tu avais eu le temps? Oui, d'ailleurs, d'habitude, je donne... je dis qui est là. En ligne, nous avons notre doctoré adorable. Notre doctoré, effectivement. Donc, d'ailleurs, j'en profite. Je reçois plein de questions juridiques sur Facebook. Et à chaque fois, je vous renvoie vers lui. Si vous avez des questions juridiques, vous allez voir Tanguy. Parce que c'est un joueur et un organe ne répond pas à des questions en jeu. Et nous avons également Charlie. Comment ça va, Charlie? il n'y avait pas de genre, ou Raman. Ouh, voilà, mais bon, Ra- comme tu n'as pas ton... Oui, ou putain, oui, j'ai dit Charlie. Non, je n'ai pas l'orga Charlie en ligne. Bon, et, Raman. voilà. Euh, Donc voilà, est-ce que ça a été... Est-ce que ça a pu être enrichissant, voilà, ce cours, et si tu as des remarques? oui, très. Non, moi, j'avais pas pu. J'avais voulu, puis j'ai été finalement très près, donc j'ai pas pu faire le cas pratique. Du coup, c'était très intéressant d'écouter la résolution, surtout pour la méthodologie. Voilà, est-ce que toi, tu te serais supposé de faire euh, comme ça, tu vois, d'adopter cette démarche, et... Non, parce que moi, je l'avais lu, et je m'étais dit, oulala, je comprends pas le problème. voilà, Euh, et donc, je m'étais pas repenché dessus, c'était surtout, voilà, dans quel ordre faire les choses, et comment faire un peu le tri, parce que quand tu disais ceux qui font les erreurs en disant c'est légal, c'est pas légal, il y a des preuves, il n'y a pas de preuves, je me voyais tout à fait faire ce genre d'erreur. Voilà. Mais ça c'est normal, je veux dire, ça c'est il faut s'habituer à une méthode et encore une fois, comme je disais, c'est pas utile d'être juriste dans la, enfin c'est pas nécessaire d'être juriste pour être un bon consul, mais évidemment ça aide et ça aide d'autant plus que encore heureux que j'arrive à résoudre ce truc puisque c'est moi qui ai pondu le droit public de de Van Daval, même s'il y a eu d'autres, voilà, c'est quand même pas la même situation et donc voilà, c'est normal que du premier coup j'arrive à peu près à déceler, c'est surtout que c'est moi qui ai rédigé le cas, donc voilà, donc Donc voilà, voilà, faut pas pour un t'étonner de ça. non-juriste, voir comment faire un juriste, c'est bien. Voilà. Mais voilà, est-ce que si au moins tu as pu adopter, voir comment ça marchait, la démarche, et comprendre globalement comment marchait Van Dabel, bah, je serais ravi ce soir. Là, bah, oui, oui, là-dessus, et puis l'organisation un peu de la ville, comment tout ça s'est mis en place, Voilà. le petit cours d'histoire, Bon, le cours c'est d'histoire ça n'était que pas j'aimais trop aussi. chiant. Non, non, au Bon, voilà. contraire. Ok, super. Voilà, ce qui est intéressant à Van Davel, et c'est pour ça que pour moi je ne développerai pas plus sur le droit d'Eden Oria, puisque le droit d'Eden Oria est très sommaire. Encore une fois, il répond pas aux mêmes impératifs, donc c'est normal qu'il soit pas aussi complexe. Mais le droit de Van Davel offre vraiment une opportunité pour les joueurs d'entrer dans un jeu politique. Encore une fois, ce jeu politique, il a un défaut, c'est qu'il dépend de joueurs, et dès lors que les joueurs pourraient le laisser en désuétude, et ben le système, on va dire, se casserait la gueule. Mais dès lors qu'il y a des gens motivés pour le faire vivre, ça peut être vraiment une belle occasion. Et au-delà de parler de roleplay juridique, on peut vraiment parler de roleplay politique. Et ça, c'est intéressant. Voilà, le droit n'est pas que des procès, c'est aussi des petites techniques de comment est-ce que je peux foutre un coup de coude dans le pif de mon adversaire politique. Voilà. Et Oui, ça, ok. c'est Van Daval qui peut le permettre. Alors, comme j'ai pas beaucoup de questions comme ça là, puis je vais pas traîner. Oui, parce que moi aussi à la J'ai base. j'ai juste une question Vas-y. de petit détail, parce que j'ai écouté tout le podcast la dernière fois, même les questions sans question. T'es arrivé Et à entendre et... j'entendais pas les questions, mais Ah, j'arrivais à recomposer à peu près de quoi ouais. il était question. Et donc sur le choix du petit animal, Ah oui. euh, une chauve-souris ça marche? Oui. Oui, ça marche. Un chat ça marche pas. Alors le problème, c'est cette question-là, ça devrait être le doctoré qui tranche. C'est ça, tu vois, j'ai encore les Hmm. réflexes de penser que c'est moi, mais tout ce que j'ai pondu sur Candoria, à partir du moment où je suis passé Orga, j'ai plus d'autorité. Et c'est normal. On a J'ai- besoin de moi? Ah ben voilà, je disais, est-ce que pour toi un chat, ça peut faire l'objet d'un symbole pour un juriste. Ouais, tu sais, on parlait lors du cours précédent, tu sais, il y avait les cochons d'Inde, il y avait des projets de faire une hermine, faire une loutre, tu vois, un truc qui devait ressembler
à l'animal, mais pas être nécessairement un cochon d'Inde. Est-ce que pour toi, un chat, pour un consul, ça marche? Je t'avoue que du coup, je me pose la question. Un chat ou un oiseau, mais c'était le... Alors, la chauve-souris, je pense que ça marche parce qu'on est un peu dans. Enfin, ça reste dans le délire, j'ai envie de dire. dans l'idée des rongeurs. Voilà, puis voilà, Ouais. ça fait un peu une blague sur les bords, quoi. Ça reste un. C'est un rongeur volant. C'est ça. C'est vrai, mais c'est rigolo, moi j'aime bien. Après, le chat, du coup, je me pose la question. Après, Ouais, je sentais moins après, personnellement. il y a un précédent qui n'a jamais été appliqué, mais si Graou un jour voulait avoir son emblème, c'est évident que ça serait un loup. Oui, oui, ça paraît logique. Donc, est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est un précédent qui servira de principe? Voilà, encore une fois, voilà, il faut que j'arrive à me l'adopter. Globalement, j'arrive à le faire, mais j'ai encore des petits relents. C'est Tanguy qui est actuellement le doctoré et c'est normal. Donc, ce genre de réponse, faut vraiment le voir avec lui. Ouais, C'est, ouais, je veux juste, c'était une question comme ça, parce que voilà. j'ai pas Mais oui, trop c'est tout à fait réfléchi. Une possible. autre question. Les robes grises, les écharpes oranges, il faut qu'on les prévoie au cas où. Alors, l'écharpe orange, je peux t'en filer une, j'en ai un stock chez moi. Voilà, ça on a prévu un stock l'an passé. Euh, Les robes grises, a priori, ça va changer en plus. Alors, les robes grises. Alors, ça, une grosse question. Et c'est vrai que c'est pas mal d'aborder ça parce que si jamais on doit faire les modifications, c'est plus ou moins maintenant Ouais. qu'il faut le faire. À 2 mois du GN. Non, non, c'est une très bonne chose parce que. Alors, le problème, c'est que les robes de consul qu'on a actuellement, elles ont été faites par Graou. Moi, je les trouve très bien, mais elles ont un défaut, c'est que. Alors, c'est un défaut et un avantage, hein, forcément, c'est qu'elles tiennent très chaud. Donc, pour les intercandos, moi j'adore remporter. Vraiment, je trouve ça génial. Les deux intercandos que j'ai fait, il Sauf qu'on faisait a quand même du vent. froid. Mais alors, en été, et durant les procès, notamment à Edenoria, qui sont sous l'espèce de grosse tente là, qu'ils ont, tu cuis, mais vraiment, littéralement, tu cuis. Donc, il y avait ce projet-là, éventuellement, de changer de robe. Fred, l'orga juge d'Edenoria, avait supposé voilà, l'organisation de Candoria avait des robes noires avec comment ça s'appelle? Les trucs Renaissance blancs, des crevés blancs, des fentes blanches, Oui, c'est ça. des C'est crevés. des crevés. Mais en fait, il semblerait que ce truc-là serve à un groupe particulier de PNJ. Donc je crois que ça sera pas possible. De toute façon, bon, je considère que non pas que je veuille dire du mal de mon équipe orga, mais c'est mieux quand les joueurs prennent en charge ce genre d'investissement parce que autant c'est mineur d'un point de vue logistique qu'Andorian, autant c'est très important pour vous. Donc, donc c'est vrai, on en parlera peut-être avec le doctoré demain, ou peut-être tu posteras un truc sur la Cavia Porcellus. Voilà, parce que j'ai repéré sur internet quelques petites robes de Jedi à 20 € qui pouvaient le faire. Et voilà, ça Tu peut être m'envoies le sympa. lien, tout ça. Ça peut être sympa. Mais normalement, pour ce qui est des écharpes, un stock avait été fait quand j'étais encore en vie, et je crois qu'il en reste encore. Ok. Et je dirais même qu'il y en a de différentes tailles. Fait C'est que, vrai. ouais, t'en as des longues et des courtes. Et d'ailleurs, je dis que c'est moi qui les ai fait, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est l'Insigni Rectoré de Van Davel qui avait été assez sympa. Voilà, il en avait fait plein pour les facultés. Pour les facultés de Van Davel. Et notamment, voilà, il avait été assez sympa pour me refaire un stock d'orange. Donc, c'est surtout lui qu'il faut remercier. Et j'en profite, petite parenthèse encore une fois, vous avez jusqu'à vendredi, enfin je dis vous, pas vous les juristes, mais s'il y a d'autres juristes qui nous écoutent sur ce podcast, c'est vendredi 15 mai, le dépôt des dossiers académiques. Bon, D'ailleurs, ouais, est-ce qu'il faut que je te le réécrive le dossier ou est-ce que ce qu'on avait fait c'était bon? c'était bon, mais j'attends encore comment ça va se passer cet été. Oui, c'est juste Voilà. remettre les dates, Encore une les heures fois, de cours, c'est et voilà. le dépôt est limité dans le délai, les modifications peuvent se faire limite jusqu'à la veille du gène, je m'en fous. C'est juste que je veux savoir qui est là, qui est motivé. Voilà. Donc, Fabrice c'est moi déjà, comme ça. voilà. Donc ça c'est important. Et bon, je me fais pas de soucis, vous êtes la première fac. Donc, c'est-à-dire le contenu du cours, je me doute que vous l'avez. Hein, disons qu'il a Oui. été rédigé au... Je sais pas trop quoi faire, mais je vais me débrouiller, je vais bien trouver un petit truc. Voilà. Il faut que je dépose un dossier pour devenir consul. Non, mais Non. non, c'est-à-dire en fait
C'est pour ça que ça s'adressait pas spécialement aux consuls, mais tant que je considère que je m'adresse à des Ah, joueurs c'est de pour le jeu Pandaria. académique, d'accord. Voilà, c'est uniquement pour le jeu académique. D'ailleurs, je ne suis là d'ailleurs ce soir que au titre de jeu académique. Je rappelle que je ne suis pas l'orga juridique sur Candoria. C'est juste que j'ai autorisé dans le livret académique qu'il pouvait y avoir des cours exceptionnellement avant le GN au vu de la complexité des matières. Je considère que le droit est sûrement la matière la plus complexe de Candoria. Donc c'est à ce titre que j'interviens. Et c'est à ce titre que je fais ce petit rappel de délai. Ok. Je suis fan, j'arrive à ne pas me perdre dans des phrases aussi longues. Même moi, quand je les prononce, je me dis putain, tu vas te casser la gueule. Ouais, mais c'est bien, j'arrive à tenir 1h20 sans notes. Félicitations. Merci Sans beaucoup, fourcher. merci beaucoup. Voilà, donc Moi, c'était tout ce que j'avais comme question, pour aujourd'hui en tout cas. voilà, donc tu décideras si tu veux faire du droit public de Van Davel. Alors, la matière droit public inclut également le droit des Denoria, c'est pas exclu. Mais la plus, enfin, à mon sens, la plus intéressante est celle de Van Davel, mais là, tu décideras si tu veux le passer à... Allez, oula, il y a un chat. Et les cochons n'aiment pas les chats. Ça répond peut-être d'ailleurs à la question. Euh, bah voilà, tu décideras si le droit public est ta matière écrite, ta matière orale ou ta matière de grand oral. D'accord. Voilà. Donc ça dépend des aspirations de chacun. Moi, je sais que j'avais pris, moi, avec mon PJA, j'ai pris droit public à l'écrit ou à l'oral, je sais plus. Mais j'ai pris pour le grand oral, j'avais pris droit civil. Voilà. Pour résolution de cas pratiques très sympa. Qui avait été pondu par son excellence de doctorat. Voilà, voilà. À moins que vous ayez d'autres questions, mais voilà, j'espère avoir été à peu près exhaustif. Encore une fois, c'est le mieux, c'est de vous prendre un petit moment pour le lire. Euh, D'ailleurs, j'en profite. Tous les Précis Clemens, je crois que c'est le tome 1, le tome 2, qui font référence à Van Davel, peuvent être intéressants à lire, mais ont été absorbés dans la réforme de l'annotation de la charte. C'est-à-dire, le seul fait de lire la charte avec les annotations doit suffire. Voilà, Ok. c'est l'idée. Mais alors, je sais pas s'il y aura beaucoup de jeux juridiques sur Van Davel, mais du jeu politique, et sûrement. Donc, c'est là-dessus que c'est intéressant de bosser le droit public. Voilà, voilà. Brr. Ne m'abandonnez pas tout de suite. Bon. Si vous n'avez plus de Castaillon, à moins que votre doctorat. 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 On l'a perdu. Bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur Voilà. Non, c'était pour savoir si t'avais éventuellement des questions. Non, pas spécialement. Après, c'était un cas, c'est que j'avais déjà étudié, du coup, on avait déjà résolu une fois ensemble. Voilà. C'était à peu près les mêmes réponses ou pas? Parce que je me contredise pas. Oui, tu m'avais donné à peu près la même chose. C'était un peu moins complet. Ah, bah tu vois. Tu l'as plus complété cette fois, mais on avait moins de temps, on était en jeu et tout. Ah voilà, tu vois, c'est. Comme quoi je perds pas la mimine. Hein. Et du coup, pour le chat, moi je réfléchis, mais dans mon paradis des cochons d'Inde, c'est que je t'avais envoyé la photo. Bah, mes 4 chats vont squatter là-bas tranquillement, y a pas de problème. Donc je me tâte. Et bah tâte-toi bien. Je te remercie. Ah, voilà, c'est. Est-ce que tu veux éventuellement que j'essaie de retrouver les cas qu'on t'avait filés pour ton perso, pour éventuellement le donner à tes élèves? Oui, ça peut être sympa. Encore qu'en droit civil, il était un petit peu court à titre personnel. Il se Oui, résolu, oui, on pouvait les résoudre qu'avec un seul article et c'est un peu dommage pour un grand oral. Toi, tu es un sadomasochisme. Un petit peu. C'est vrai qu'un grand oral, il faut. Voilà, typiquement, un grand oral, en fait, ça aurait pu être une résolution de cas pratique comme ça. Là, c'était complexe, j'ai tenu 20 minutes dessus. Et pour moi, un grand oral, l'énoncé doit avoir sensiblement cette gueule-là. Mais bien sûr, mais enfin voilà, si jamais tu veux, je peux essayer de te retrouver, comme ça tu l'as en Oui, tête, oui, et ça te m'intéresse. fait un deuxième cas. Surtout que ouais, il y avait des questions à l'écrit que vous étiez allé chercher, c'était intéressant à développer. Enfin, des questions que je m'étais pas posées. Et ça, c'est toujours intéressant. Quand on arrive à étonner celui qui a créé le truc, voilà, ça c'est possible avec le droit. C'est moins possible avec d'autres matières en jeu. Voilà, mais ça c'est possible. Et ça fait toujours plaisir. Ça fait passer de bons petits moments. Voilà, voilà. Si vous n'avez plus de questions,
Moi, non, ça va aller. Moi aussi, c'est Bon, et bien écoutez, j'espère que ce cours vous aura plu. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je remercie également ceux qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont quand même fait l'effort d'envoyer des copies ou de continuer à suivre les actualités du groupe Facebook. Je rappelle que ce groupe Facebook porte le nom de Cavia Porceus Hanseatica, comme c'est judicieux. Et on se retrouvera, je pense peut-être d'ici 2 semaines, je verrai. Et nous ne parlerons pas de droit public, on parlera sûrement de droit civil, parce que le droit civil, je kiffe. Et que les sommes toutes, voilà, c'est-à-dire on n'abordera sûrement pas tous les institutes, mais toutes les règles contractuelles, et c'est déjà un bon paquet, et c'est très utile, parce que ça peut vraiment servir tout le temps. Et c'est sûrement le droit le plus discret qui soit, et pourtant celui qui est le plus présent. Le droit des obligations, de la responsabilité, des contrats, c'est très important. Enfin, à mon sens, on peut faire énormément de jeux là-dessus. Voilà, voilà. Donc, messieurs, merci d'avoir été là. Je vous fais des poutous sur le coude. Et bien évidemment, je vais conclure ce cours en faisant... Ah, Enolix s'agite. Oh, le petit cochon, il est tellement mignon. Bon. Je rappelle qu'un de mes cochons maintenant porte le doux nom de Graou. Et oui. Bon, allez, je vous fais des poutous. Je mets ça, la capsule sur YouTube. Merci d'avoir été là. Et prenez soin de vous et faites de bonnes nuits en rêvant aux institutas. Parce que c'est kiffant les Et aux esprits caviatiques. aux esprits caviatiques, c'est important, c'est très important. Oui, oui, le Wikikando est réactivé. Donc si vous voulez découvrir la folle histoire de la Cavia Porceus Hanseatica, vous pouvez y aller. Amusez-vous. Bon, allez, je vous fais des poutous, mes chers étudiants. Encore une fois, merci d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour un prochain cas pratique en droit civil. Je vous aime. Allez, ciao, bisous. Bonne nuit.